tout à l'heure avec les médecins. On reçoit en pleine figure un certain nombre de situations qui sont des situations tragiques, dramatiques, sanglantes. Nous, on sait ce que c'est que la couleur du sang des victimes. Parce qu'on se lève la nuit pour y aller. Parce que quand on est de permanence et que le téléphone sonne à 3 heures du matin, on se réveille, et il y a le cœur qui bat dans la gorge et on se demande ce qu'on va découvrir. Donc quand il dit lui que l'école de la magistrature vous enlèverait ça, cette humanité-là, vous devriez des fonctionnaires, des techniciens à l'abri derrière le droit qui ne verraient plus les hommes, vous dites que c'est pas vrai? Je dis que il faut faire attention justement compte tenu de cet aspect de la réalité de notre métier que je viens à peine de décrire. Je crois que le problème est que l'école forme des gens qui sont techniquement excellents. Je crois que le problème qui se pose, c'est à la sortie de l'école de débarquer tout de suite dans des fonctions qui sont des fonctions extrêmement violentes, je dirais, notamment vis-à-vis de nous, n'est-ce pas, qui sont des fonctions qui peuvent paralyser ou qui peuvent détruire des gens. Il ne faudrait pas forcément faire monter les juges en première ligne tout de suite sur des fonctions délicates comme le juge d'instruction. Alors on va en parler parce qu'on a fait un reportage là-dessus juste après. Revenons justement à Burgot, puisque vous l'avez accueilli ici dans ce parquet, et vous, je crois, vous louiez de la qualité de ses services. C'était un bon magistrat. Quand je suis arrivé au parquet de Paris, Burgot y était déjà. Et lorsqu'il a fallu remplacer un collègue à la section antiterroriste, je demandais à mes procureurs adjoints, ils m'ont dit, il faut y mettre Burgot. Bon. Et Burgot, tout le temps où il a été dans ces fonctions-là, et encore à l'heure actuelle au parquet de Paris, a fait un travail qui n'a appelé aucune critique. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un moment quand même où vous vous êtes dit, notamment au moment du procès, est-ce qu'il n'y a pas un truc dans son instruction qui n'allait pas? Vous avez commencé à douter de la qualité de son travail? Mais bien sûr. Seulement, si vous voulez, avec un peu d'expérience, qu'on perçoit tout de suite. Et je veux dire que je crois avoir été le premier à le dire. C'est que l'ampleur de cette catastrophe qui est Outreau, et qu'on ressent tous, et qui est vraiment, l'ampleur de cette catastrophe est telle que ça ne pouvait pas résulter à elle seule du dysfonctionnement d'un seul. Et que justement, il fallait garder de la distance vis-à-vis de toute cette émotion normale et nécessaire, il faut qu'elle sorte cette émotion, je suis bien d'accord avec ça, pour justement faire un travail extrêmement précis ensuite, de mise à plat, de réexamen des conditions de fonctionnement, et ça c'est un travail de longue haleine qui ne peut pas se faire dans la passion. D'accord. Passer l'émotion, maintenant il faut réfléchir. Mais si je comprends bien, vous dites bien que vous avez eu des doutes sur Burgot, au bout d'un certain temps, sur la qualité de son boulot au vu de ce que vous appreniez de son instruction et du procès. C'est ça? Je me suis dit qu'il y avait eu incontestablement des problèmes. Bon. D'accord. Est-ce que c'est pour ça que vous avez eu cette attitude-là au procès, rarissime, puisqu'au procès de Paris, le deuxième, on appelle procès d'assises, vous êtes venu vous-même faire part de vos regrets auprès des victimes? Parce qu'un magistrat, c'est les accusateurs, parce qu'un magistrat qui a donné sa vie, enfin je veux dire, qui est vraiment allé au contact de la réalité toute sa vie professionnelle, pour que la justice passe, n'est-ce pas, on ne peut qu'être catastrophé quand on voit ça. C'est vraiment pas pour ça qu'on... Et ce qu'il faut vraiment faire passer, ce que j'ai essayé de faire passer, c'est que la justice en elle-même était aussi une victime du procès d'Outreau. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le dites, passer l'émotion, même si elle est forte, il faut prendre du temps, réfléchir et voir ce qu'il faut éventuellement changer dans le fonctionnement de la justice. On va en parler aussi avec Robert Badinter, avec le garde des Sceaux tout à l'heure, mais puisque vous parliez justement de la jeunesse de ces magistrats qui se retrouvent quelquefois en première ligne sur des sujets très très important, et bien je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Thomas Chagnot et Mathias Barrois. Justement, quelle est la formation de ces magistrats? Comment sont-ils épaulés, encadrés, soutenus, contrôlés après, quand ils ont effectivement à exercer des fonctions aussi lourdes et aussi graves que celles qui consistent à juger un homme? Pour Vincent Charmoyot, c'est le grand jour. Dans quelques minutes, il va assister à sa première audience solennelle de rentrée. Une tradition chaque année dans les palais de justice en France. À 27 ans, Vincent vient d'être nommé juge d'instruction au tribunal de grande instance de Reims. Un grand jour aussi pour Lucille et Pierre-Olivier. Ils sont étudiants à l'École nationale de la magistrature, l'ENM.
Mais c'est aussi dans ce tribunal qu'ils vont connaître leurs premières affaires comme stagiaires. Mais il y a les noms sur chaque chaise. Eux aussi sont très jeunes, ils n'ont que 25 ans. Vice-président. Un juge d'instruction débutant, 2 jeunes stagiaires qui découvrent les honneurs du palais. Il m'est agréable de souhaiter la bienvenue à mademoiselle Lucille de Maublanc et à monsieur Pierre-Olivier Amélie. Mais ces jeunes gens sont-ils vraiment préparés aux décisions qui les attendent? La justice au quotidien, comment la découvrent-ils? Pierre-Olivier vient de terminer son année de cours théorique à l'ENM. Mais pour devenir magistrat, il doit encore faire ses preuves dans chaque fonction du tribunal. Ces stages vont durer 18 mois. Et pour lui, il commence au TTR, le bureau du traitement en temps réel. TTR, bonjour. Aujourd'hui, à la place du procureur, il traite toutes les infractions signalées par la police. Je vous écoute. Oui, donc je vous fais un compte rendu concernant des faits de violence volontaire avec arme. Faut-il poursuivre l'agresseur? Et si oui, sur quel fondement juridique? C'est aux stagiaires de décider, mais sous le contrôle d'un tuteur, le procureur adjoint du tribunal. En lui disant en ces termes, laisse tomber ce connard, sinon je vais te tuer. D'accord. Donc ce connard, c'est son nouveau concubin en fait. On va retenir les menaces de mort et les violences avec armes. Attendez, les menaces de mort ont été réitérées ou pas? Non. Menaces de mort Comment t'as les violences avec pas armes? été réitérées. Donc on peut prendre violence volontaire avec arme aggravée. D'accord. Donc Pour cette affaire, après une hésitation et avec l'aval de son tuteur, Pierre-Olivier décide sa première poursuite judiciaire. Merci. Au revoir. Bien entendu, s'il y avait une décision qui ne serait pas dans les limites de ce qui est acceptable, aussitôt elle serait corrigée. Le tuteur, un garde-fou nécessaire, car tout ne s'apprend pas à l'école. Qu'est-ce qui change Tout. aujourd'hui et l'école? Tout parce qu'on reste à l'école quand même au sein d'une formation théorique et on est formé à se confronter à la réalité. Maintenant, se préparer à la réalité et s'y confronter, il y a quand même un fossé. Et aujourd'hui, la différence essentielle tient peut-être dans la nécessaire réactivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au stage parquet, c'est du tac au tac, c'est être constamment prêt à réagir, et les choses doivent aller beaucoup plus vite. Aller vite ou au contraire savoir mûrir sa décision parfois. Lucille a démarré son stage au tribunal d'instance, la juridiction des petites affaires du quotidien, parfois banales. Aujourd'hui, elle doit rédiger son premier jugement, un litige entre une banque et son client. C'est tout simplement un monsieur qui a laissé un solde débiteur important sur son compte courant et qui a disparu. D'accord. Donc c'est sa banque qui La banque demande la condamnation au remboursement du solde débiteur. Ce n'est plus un cas d'école. Pour la première fois, elle va peut-être condamner quelqu'un. Est-ce que c'est difficile de rendre son premier jugement? C'est difficile parce qu'on a affaire à des situations humaines, donc on voit les gens en face de nous et on comprend l'impact de nos décisions, que nos décisions peuvent avoir sur la vie des gens de tous les jours. C'est-à-dire que même si là il s'agit d'une question simplement d'argent, d'un crédit, on se rend bien compte que ça peut bouleverser la vie des gens et qu'un endettement c'est quelque chose de très important à supporter. Comme pour Pierre-Olivier, tout au long de son année de stage, Lucille va devoir soumettre ses décisions à un magistrat professionnel. On va se mettre là. Véronique Mossire est une juge d'instance confirmée. Là, dans cette situation, de retirer voilà, tout ce qui n'est pas justifié, hein, les frais, les intérêts auto. Bon, globalement, c'est bien, dans la construction de la décision, c'est bien. Techniquement, aucun problème, mais selon la magistrate, la technique n'est pas tout, et rendre la justice n'est pas simplement appliquer la loi. Une idée qui peut parfois dérouter les étudiants. Ça peut être effectivement difficile quand on sort de l'école, je dirais, de peut-être se faire des illusions, entre guillemets, je le dis entre guillemets parce qu'on fait évidemment un métier formidable, mais savoir que quand on vient à l'instance, par exemple, on aura avant tout des situations humaines à prendre en compte et qu'on fera relativement peu de droits quand même.
Tout jeune magistrat, en poste depuis 5 mois à peine, Vincent Charmoyot, lui, n'a plus besoin de tuteur. Mais en tant que juge d'instruction, le baptême du feu est redoutable. Déjà 80 dossiers à traiter, dont un tiers d'affaires de mœurs, comme celle qu'il commence à instruire ce matin. C'est un dossier qui concerne des faits sexuels relativement anciens, et donc ce matin j'ai convoqué une victime. La victime, ce jeune homme en jean, qui aurait été violé il y a quelques années. S'il arrive menotté et encadré par la police, c'est que depuis les faits, il a été condamné dans une autre affaire à de la prison ferme. L'audition va se dérouler à huis clos entre la victime, le juge et l'avocat. Elle va durer près de 2 heures. Mais à la sortie, le bilan est décevant pour le jeune juge. Il a même du mal à cacher son embarras. Je dirais que là, malheureusement, j'ai eu affaire à quelqu'un qui n'avait pas envie de parler de ces faits-là. Donc ça veut dire que vous n'avez pas obtenu grand-chose et que... J'ai obtenu des choses, mais j'ai pas obtenu tout ce que j'aurais voulu obtenir. Ça c'est clair. Alors comment on fait pour établir un climat de confiance? J'imagine que c'est pas simple. Ça s'explique pas franchement comme ça. Là, j'avais affaire à quelqu'un qui visiblement avait honte et se sentait coupable de ce qui s'était passé. Vous ne ressemblez pas de gêne particulière par rapport à ce type de dossier? Non. Donc ce type de dossier est difficile. Je dirais qu'il est difficile pour un jeune magistrat comme pour un magistrat qui a plus d'expérience. Le jeune juge manque-t-il un peu d'expérience ou de technique pour faire parler son témoin? Pas aux yeux de l'avocat en tout cas. Ce sont des affaires très particulières parce qu'elles touchent à l'intimité même de l'individu, à l'intégrité de sa personne. Et ça nécessite peut-être des précautions qui ne sont pas forcément nécessaires dans un autre type d'affaires. Aujourd'hui, en tout cas, l'entretien a été conduit avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de précautions, beaucoup d'intelligence aussi. Non, vraiment, je n'ai pas senti de différence avec un autre magistrat. Dans cette affaire, le jeune juge n'a que la parole de la victime pour établir les faits. Il a demandé une expertise psychologique pour mieux cerner sa personnalité. Mieux cerner les hommes pour mieux comprendre les affaires, c'est la difficile expérience que va faire Pierre-Olivier ce matin. J'ai une petite demi-heure, je suis désolé. Dans moins d'une demi-heure, il va participer à sa première audience correctionnelle en tant que procureur stagiaire. Qu'est-ce que vous faites, Pierre-Olivier? C'est quoi tous ces... Alors, ça, ce sont les dossiers qui m'ont été confiés pour l'audience de ce matin. Donc, ça sera mes premières réquisitions. Donc là, le boulot, ce matin, ça va être quoi? De soutenir l'accusation. En clair, il va proposer au juge les peines à prononcer à l'encontre des accusés. Une tâche difficile. Alors, comme pour un examen, il révise jusqu'à la dernière minute. L'allure est parfaite, une légère inquiétude dans le regard. Pour Pierre-Olivier, le moment est venu de rentrer en scène. À ses côtés, un substitut du procureur sorti de l'école il y a moins de 2 ans. C'est lui, son tuteur du jour. L'accusé qui vient à la barre, un jeune SDF. Déjà condamné 7 fois pour de petites affaires, c'est un habitué du tribunal qui comparaît aujourd'hui pour insulte à agent. Vous les avez outragés. Les flics, fils de pute, allez vous faire foutre. Vous n'êtes que la municipale. Regard blasé du président, mais le procureur stagiaire, lui, va requérir très sévèrement. Monsieur le procureur de la République, quelles sont vos réquisitions? Écoutez, tout d'abord, peut-être observer l'attitude totalement désingole de monsieur. Monsieur, je tenais à vous signaler qu'il est absolument inadmissible, comme vous l'avez fait,
en début de cette audience, de venir accuser les policiers municipaux de violence, et si tel était le cas, dans ces cas-là, porter plainte, mais que vous ne pouvez en aucun cas porter des accusations pareilles. Vous ne pouvez pas le faire, vous ne devez pas le faire. Et je ne peux que vous demander de prononcer une peine sévère, parce qu'il est désormais des comportements qui sont devenus totalement intolérables, et le comportement de M. cette audience n'a fait que renforcer cette impression. Dès lors, je vous demande de prononcer à son encontre une peine de 3 mois d'emprisonnement ferme. Merci, monsieur le procureur, maître. 3 mois de prison ferme, la peine proposée par Pierre Olivier paraît excessive aux yeux de l'avocat du prévenu. C'est peut-être un délinquant, mais c'est aussi une victime, c'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie facile, il faut l'aider, il ne faut surtout pas 3 mois de prison, parce que ça va regarder. En confiance, je m'en apprémente, Julien. Le tribunal va faire preuve de modération et au passage, désavouer Pierre Olivier. Le tribunal vous condamne à une peine principale, 1 an d'interdiction des droits civiques. 1 an de privation des droits civiques, une peine symbolique. Le procureur stagiaire comprend qu'il s'est un peu laissé emporter. C'était la première fois, c'est un exercice qui est difficile, mais c'est vraiment le cœur du métier, c'est quelque chose qui est grisant, difficile. La très grande différence avec l'école, c'est que cette fois-ci le prévenu est face à vous, il vous regarde. Une salle d'audience est derrière vous, elle vous regarde et vos caméras étaient là, ce qui n'a pas forcément rendu les choses encore plus faciles. Vous êtes trouvé comment dans l'ensemble? Forcément mauvais. Il a fait un peu comme à l'école, disons. Il a fait comme un peu, il a appris à l'école de la magistrature. Bon, après, quand il sera sur le terrain, ça sera différent. Quand vous dites il a fait un peu comme à l'école, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à l'école, ils sont formés, ils sont formatés pour faire un certain nombre de choses. C'est très bien, techniquement c'est très bien, juridiquement c'est très bien, mais après il faut s'adapter aux réalités locales et puis à la nature des intervenants. Par exemple, sur le jeune SDF, je pense qu'il avait une position assez répressive, etc., parce qu'il voyait que le casier judiciaire, que le dossier. Bon, nous, le tribunal, on le connaît bien, on sait que c'est une personne qui s'améliore, donc on a tendance à être, par exemple, plus indulgent. Sur le même dossier, on a une vue totalement différente. Pour le jeune juge d'instruction, comme pour les 2 magistrats stagiaires, l'apprentissage au palais est donc d'abord celui du doute, celui d'une justice où l'erreur reste toujours possible. Pour ce reportage de Thomas Chagnot et de Mathias Barrois, et nous sommes ici avec vous, Robert Badinter, chez vous, dans votre bureau, c'est ici que vous travaillez. Ouais. Merci de nous accueillir, de nous recevoir. Vous êtes sénateur, mais on sait aussi, surtout, que vous avez été garde des Sceaux, on sait le rôle que vous avez joué dans l'abolition de la peine de mort, et on sait ce que représente pour vous une erreur judiciaire. J'ai envie de dire ça parce que votre combat, ça a été beaucoup ça, d'éviter que des erreurs soient définitives avec la peine de mort. Là, on vient d'assister à l'une des plus belles erreurs judiciaires, enfin, même si la justice l'a corrigée, l'une des plus belles erreurs judiciaires de ces dernières années. Oui, c'est indiscutablement une catastrophe judiciaire, c'est vrai, comme on le dirait pour une catastrophe ferroviaire. C'est vrai aussi que on voit à ce moment-là ce que ça représente humainement. Ce qui a saisi le public, c'est qu'il s'est identifié avec ces victimes de ce drame judiciaire. L'identification aux victimes est constante, mais généralement ce sont les victimes du crime. Ici, ce sont les victimes de la justice. D'où l'émotion, d'où les interrogations, et d'où, je dois dire, la remise en question du système judiciaire. Est-ce qu'il y a un bon âge pour juger ? C'est-à-dire qu'on voit là des magistrats un peu jeunes qui sont un peu déboussolés par le décalage qu'il y a entre leurs études et la réalité des faits. On a vu dans cette affaire un juge Burgot assez jeune, à son premier poste. On a vu dans l'affaire Grégory, vous étiez en poste, un juge très jeune, aussi le juge Lambert, tombé dans les travers qu'on a connus. C'est moins la question d'âge que la question d'expérience. Et surtout, le mot doit être dit, le problème à l'instruction, c'est la solitude et les très grands pouvoirs du juge d'instruction. C'est à la solitude et au grand pouvoir. Et là, vous dites comme certains que il ne faut peut-être pas qu'un juge débutant soit seul face à des dossiers comme cela. Alors, je vais être beaucoup plus direct. Il est absurde de conserver des juges d'instruction seuls exerçant les pouvoirs qu'ils ont. C'est pas une question d'âge, c'est une question de principe. Quand il y a eu l'affaire Grégory, j'ai réfléchi avec les miens à la chancellerie pour que ça ne se renouvelle plus. Et j'avais la conviction, dans toutes les professions, toutes,
on se forme avec ses aînés. On a ses diplômes, on a acquis une compétence, il faut l'expérience. Par conséquent, tous les protagonistes, tous, dans les affaires judiciaires, tous travaillent en équipe. Parquet, je veux dire, est une grande institution. La police judiciaire, une très puissante institution avec des moyens considérables. Les avocats, dans les grandes affaires, sont toujours, ou presque toujours, en équipe. Le seul, c'est le juge d'instruction. Donc ça, c'est plus possible. Et j'ai fait voter en 1985 une loi sur la collégialité. Une loi qui rendait obligatoire la collégialité, c'est-à-dire que les juges d'instruction se regroupaient par 3 au sein de chambres d'instruction. Dans les grandes affaires, ils travailleraient tous les 3. Dans les affaires de peu d'importance, ponctuellement. Toutes les décisions, en revanche, les décisions juridictionnelles, seraient prises par la collégialité. À l'époque, il s'agissait de la détention provisoire, mais il n'y a pas que cela. Bon, ça, c'est tombé à l'eau, cette histoire, cette réforme-là est tombée à l'eau. Ça a été voté à l'unanimité, et l'alternance s'est produite. Il fallait avoir des juges d'instruction en plus grand nombre. On a utilisé les postes à d'autres fins, et ça s'est perdu dans les sables. Si on avait eu les chambres d'instruction, je suis convaincu que ça ne se serait pas produit. On n'aurait pas eu cette catastrophe. Vous voyez, l'œil le plus critique, c'est celui du collègue. Et se laisser entraîner vers des désastres judiciaires parce que tel collègue est emporté par son élan, non. C'est là où joue l'importance de... Et puis à part cela... On sort de face à face aussi entre le juge d'instruction et les accusés, qui peut tourner mal, qui peut être mal évalué. Vous avez surtout... Qui peut s'envenimer. Cette dimension collective, et même pour le juge. Parce que c'est une fonction extraordinairement difficile à assumer. Même pour le juge, l'angoisse, la solitude, la quête partagée, pas seulement la responsabilité, mais l'inquiétude avec ceux avec lesquels on travaille, c'est une nécessité. C'est une nécessité pour l'efficacité, c'est une nécessité pour la formation. Il faut, si on conserve l'instruction, obligatoirement, que l'on n'ait pas au coup par coup, ici un juge, deux juges, il faut les réunir en chambre d'instruction. Les Français regardent leur justice avec des yeux inquiets parce qu'ils se disent mais j'aurais pu être à la place des accusés de trop. Bon, comment on rend la confiance? Comment on rend la confiance? Est-ce qu'il faut responsabiliser le magistrat qui prend des décisions? En ce qui concerne le problème de la responsabilité, il est évident que, à cet égard, le système de sanctions disciplinaires doit fonctionner plus clairement et plus efficacement. Je rappelle quand même, dans cette affaire, il n'y a pas que le juge d'instruction. Je ne vais pas me faire son avocat, mais il n'y a pas que le juge d'instruction. Il y a avec le bouc émissaire. Je rappelle que le procureur a joué un rôle d'une grande importance, puisqu'on l'a retrouvé depuis le début jusqu'à la fin à l'audience. Je rappelle que les chambres d'accusation, les chambres d'appel ont toutes confirmé l'ordonnance et qu'il y a eu d'ailleurs un autre juge. Donc vous avez un problème structurel, vous avez une angoisse du public à laquelle il faut répondre, ce que l'on doit quand même rappeler toujours, c'est la destruction qui est intervenue de ceux qui ont été ainsi des innocents placés en détention, maintenus en détention et qui les vies brisées et pendant des années saccagés, piétinés. Bon, heureusement, à la fin, le deuxième degré de juridiction en cour d'appel, une nouveauté, le deuxième cour d'assises a permis d'empêcher un désastre judiciaire. En général, il y a eu 6 condamnations à la première cour d'assises, même après ce que les débats avaient montré. C'est dire à quel point, à cet égard, il faut être prudent. Il devrait s'excuser, le juge. Écoutez, le problème, c'est le sien. C'est pas à nous de lui dire vous avez à faire ceci, à faire cela. On verra quand on l'entendra. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut restaurer la confiance des justiciables dans leur justice. Ce qui est certain aussi, c'est que ce n'est pas dans un climat d'émotion intense et justifié qu'on fait de bonnes lois. Et je dirais la troisième chose, si on décide de passer à cette restructuration que j'évoquais, ça ne peut être fait qu'au début d'une législature. Il ne faut pas en faire un enjeu électoral, parce qu'à ce moment-là, si l'alternance se produit, la nouvelle majorité se juge tenue de refaire ce que la précédente avait fait. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à propos des chambres d'instruction. Merci Robert Badinter, merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Puis on voit que ces questions-là vous animent et vous passionnent toujours. Alors on va aller tout à l'heure voir Monsieur Clément, successeur à la chancellerie. Mais voyons un petit peu ce qu'est cette justice pénale et les difficultés qu'elle a au quotidien. Puisqu'on a beaucoup parlé effectivement du rôle et de la place prépondérante du magistrat instructeur, de sa responsabilité éventuelle. On a assez peu parlé d'une réalité quotidienne qui est celle des tribunaux, de leur engorgement, de leurs difficultés matérielles, qui rendent une justice là aussi quelquefois assez peu humaine. C'est une enquête au tribunal de Nîmes qui nous a ouvert ses portes lui aussi, de Claude Ardide et de Guillaume Villard.
À Nîmes, la justice est en panne. Le tribunal de grande instance est l'un des plus mal lotis de France. Illustration de ce malaise, les audiences correctionnelles. 5 par semaine, toutes sont surchargées. Prévenus, victimes et avocats, tout le monde est convoqué à 14 heures. Mais personne ne sait à quelle heure les dossiers seront jugés. Certains attendent leur procès depuis des années. À l'entrée de la salle, sur un panneau, une longue liste de délits. Vol, escroquerie, trafic en tout genre, le tout venant de la délinquance ordinaire. Près de 40 affaires qui seront jugées cet après-midi. Au milieu de la foule, Marianne, 15 ans. Mais pas pour cette audience-là. Victime d'abus sexuels il y a 2 ans, elle attend que son agresseur soit jugé. Il n'y a pas de public. Mais cet après-midi, rien ne va se passer comme elle l'imagine. Ça va aller ? Elle pensait que l'audience se déroulerait à huis clos, mais la salle est bondée. Dossier numéro 15, monsieur. J'interviens pour la partie civile, madame la présidente. Elle est présente, elle est au fond de la salle avec son père et l'éducateur. À la barre, l'auteur présumé des violences sexuelles. Dès le début de l'audience, mauvaise surprise pour Marianne et son avocate. Nous avons une expertise de la victime, ce qui était très important, mais malheureusement, nous n'avons pas votre expertise, donc le tribunal n'est pas en état de juger. Nous allons donc renvoyer cette affaire. Une expertise n'a pas été faite. Le procès ne peut avoir lieu. Il est renvoyé à une date ultérieure. C'est pas la peine de leur... Encore faut-il trouver une autre date d'audience. Et là, nouvelle déception. Le procureur feuillette son agenda. Tout est plein. Résultat. Mardi 20 juin, à 14h. Le 20 juin, 5 mois d'attente supplémentaire alors que Marianne patiente déjà depuis 2 ans. À la sortie de l'audience, son avocate est furieuse. Quelqu'un n'a pas fait son travail. C'est une erreur, c'est-à-dire que les textes l'imposent et les gendarmes et le parquetier qui a suivi ce dossier lorsque la personne était en garde à vue, les OPJ ont l'obligation de prendre contact avec le parquet et le parquet doit leur dire faites telle investigation, telle recherche. Donc ils ont pensé à faire entendre la victime, ce qui est tout le temps le cas, mais ils n'ont pas fait entendre et voir l'auteur par un expert psychiatre. Mais ils auraient dû le faire et ils pouvaient le faire matériellement, ils avaient le temps. Marianne et son père sont très remontés. Nous les retrouvons au cabinet de l'avocate. Laurence Bourgeon prend le temps d'expliquer la situation et surtout les conditions d'un nouveau procès. Tu as compris donc que le dossier avait été renvoyé, ce qui veut dire qu'il faudra revenir encore une fois au tribunal, d'accord ? Donc il faut que tu le saches, il faut que tu sois prête aussi à affronter ça. Mais pour le père de Marianne, ce nouveau délai est inacceptable. Sort de là légèrement frustré puisque de la part des familles tout a été respecté quoi. Et on se rend compte que la justice n'a pas les moyens de faire face à sa mission de service public, sa mission de défense et de protection des mineurs, voilà. Quant à la jeune fille, c'est l'idée de se retrouver devant son agresseur qui l'angoisse. Ça veut dire que ça va recommencer une deuxième fois puisque il va falloir que j'y retourne, que je le revoie. Et cette fois-ci j'espère pour être confrontée vraiment à lui et qu'on en finisse parce que ça va dire encore attendre, vivre dans la peur, pas savoir ce qui va se passer, ce qui va pas se passer. Retour à l'audience. La présidente, Madame Laporte, appelle une nouvelle affaire, une querelle de voisinage. La victime est représentée par un ténor du barreau local, le bâtonnier laïque. Madame, je le représente, M. Vignal n'a pas souhaité venir, il est terrorisé par M. Il a préféré éviter l'affrontement avec celui-ci. Dans un premier temps, la présidente expose les faits. Le prévenu, un enseignant d'une 50aine d'années, a violemment battu son voisin. Il ne supportait pas le bruit de sa tronçonneuse. Et là, sans crier gaffe, vous l'auriez frappé. Vous me laissez parler, monsieur. Je donne la version de la victime et puis ensuite vous donnerez la vôtre. Donc, Puis la parole est à l'accusé. Vous tombé à terre, vous auriez continué à le frapper. Ensuite, je rentre en non domicile et Mathieu Vignal, j'avais ma petite fille qui était dans sa chambre, ouvre ses volets. Mathieu Vignal, qui a 20 ans, traite ma gamine qui a 13 ans
de petite pute et lui fait un doigt d'honneur. Bon. La colère m'a pris encore, si vous voulez, bon, ça commençait à effectivement monter. Je me suis déplacé vers la porte de M. Vignal, effectivement, pour lui demander des explications. Je n'avais absolument pas l'intention de lui mettre un coup de poing. Vous levez la main, vous dites je jure. Je jure. Alors qu'avez-vous à dire, madame, sur les faits qui nous occupent? Les débats sont longs, d'autant plus longs que l'agresseur produit un témoin pour sa défense et que l'avocat de la victime va prendre son temps pour l'interroger sans ménagement. J'ai une question, madame. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal si ce jour-là, d'abord, quel jour étions-nous ce jour-là? Moi, ce jour-là, je n'étais pas là. Répondez au tribunal. Où étiez-vous ce jour-là, madame? Je ne me rappelle même pas de quoi que ce soit ce jour-là. Non, mais étiez-vous rue Armand Barbès ce jour-là chez vous? Non. Très bien. Je ne sais pas. Moi, je me Non. rappelle, le jour où il m'a tapé. Vous venez de dire non, madame. Vous dites que vous n'étiez pas là. Maintenant, vous dites que vous ne vous souveniez pas. Alors, écoutez. Je crois qu'il faut ramener cette affaire à la justice. Interrogatoire, réquisitoire, plaidoirie, tout l'attirail judiciaire. Plus d'1 heure d'examen pour une affaire qui aurait peut-être pu se régler plus simplement devant un juge de proximité ou un médiateur. Et pour les faits de violence qui ne sont d'ailleurs que contraventionnels, une amende de 200 €. Et nombreux sont les cas comme celui-ci. Pour le bâtonnier, voilà ce qui engorge le tribunal et rend la justice impuissante. On ne peut pas juger sereinement lorsqu'on juge pendant 10 heures d'affilée, ça n'est pas possible. Lorsqu'on est avocat, on ne peut pas non plus attendre pendant une dizaine d'heures prisonnier, si je puis dire, au tribunal correctionnel. Et il en est de même aussi pour les victimes et également pour les prévenus qui ont d'autres obligations, je dirais, civiles. D'autant qu'on assiste ici à des aberrations. En face du tribunal correctionnel, une autre salle. Elle pourrait servir au dédoublement des audiences, mais il y a un gros problème. Mais elle est vide cette salle. La difficulté, c'est que lorsque nous avons des salles, nous n'avons pas de magistrats, et lorsque nous avons des magistrats, nous n'avons pas de salles. Et la difficulté, c'est de faire correspondre à la fois les besoins en salle avec la disponibilité des magistrats. D'un côté, des salles vides, de l'autre, un manque de place. Une autre absurdité du palais de justice de Nîmes. Pour nous en donner la preuve, Guy Laïc nous conduit dans un arrière-bureau, une salle d'audience improvisée consacrée aux affaires familiales. Il est avocat depuis 28 ans. Depuis ses débuts, il a vu les conditions de la justice se dégrader considérablement. Les justiciables pénètrent, font exactement le même circuit que nous venons d'emprunter et se retrouvent ici. Voilà, exactement là. Il n'y a pas de siège, il n'y a pas d'endroit où on peut confidentiellement s'entretenir avec son conseil. Ça n'est pas possible. Et les magistrats ne sont pas mieux lotis d'ailleurs que les justiciables. Mais tout ça, c'est tout le temps comme ça, il y a des cartons. Écoutez, voilà. Voilà. Ici, c'est tenu hier matin une audience. Voilà. Pendant ce temps-là, l'audience continue. La présidente Laporte enchaîne les jugements. J'aimerais bien que la sanction soit concrète, qu'elle lui serve et qu'elle serve à la société. Mais il ne suffit pas qu'une décision soit prise pour qu'elle soit exécutée, loin de là. La preuve, un étage plus haut. Jean-Dominique Panzani est président du tribunal correctionnel de Nîmes. Après 30 ans de carrière, il n'a jamais vu autant de retard s'accumuler dans un greffe. Alors voilà, je suis obligé de pousser ça. Dans ces dossiers, des centaines de jugements rendus, mais qui ne sont pas tapés à la machine. Résultat, ils ne sont pas appliqués. Alors ça, c'est une pile de jugements qui m'a été donnée, que je dois signer et contrôler, parce qu'il ne s'agit pas simplement de signer, il faut contrôler, bien évidemment. Alors par exemple, ça c'est vraiment je découvre un petit peu ces piles et je m'aperçois par exemple que ce sont une audience par exemple du 14 décembre 2004. Là je vois une audience du 2 novembre 2004, donc ça veut dire que ce sont 23 avril 2004. Donc ça veut dire que ce sont des audiences qui sont déroulées à ces dates et dont les jugements ne sont pas frappés, ne sont pas exécutés. Mais pourquoi un tel retard ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de greffiers. Ici, ils sont 4.
Il en faudrait 3 de plus pour résorber le retard de ce service. Car depuis 2003, 60% des jugements n'ont toujours pas été exécutés. Par exemple, une personne a été condamnée le 14 décembre à 6 mois de prison avec sursis à 300 € d'amende. Si depuis, elle a commis d'autres infractions, on peut avoir un problème juridique parce que ça veut dire que cette personne, depuis le 14 décembre 2004, globalement, n'a plus droit au sursis. Si ce jugement n'est pas frappé, n'est pas exécuté, ne figure pas au casier judiciaire, d'autres magistrats dans d'autres tribunaux, d'autres cours pourront juger cette personne en pensant qu'il n'a jamais été condamné et prononceront une peine avec sursis, ce qui juridiquement n'est pas possible puisque cette personne a déjà été condamnée. Voilà un petit peu les conséquences que ça peut avoir de ne pas avoir une exécution rapide des jugements. Voilà. Là encore, les premières victimes de ce dysfonctionnement, ce sont les justiciables. Nous retrouvons Guy Laïc, bâtonnier du barreau nîmois, dans son cabinet. Pour la raison que vous savez, parce que j'ai pas voulu... Il vient d'obtenir satisfaction pour l'une de ses clientes. Les sommes qui vous reviennent... Cette femme a perdu sa mère dans un accident de voiture. Le jugement lui a accordé des dommages et intérêts, mais elle ne les perçoit qu'aujourd'hui, 2 ans après les faits. Maître Laïc m'a fait parvenir un document en me disant la personne a été condamnée à ça et ça. Donc je savais ce qui avait été fait. Mais après, pour que ce papier soit retranscrit, un délai de 8 mois, c'est quand même aberrant. Parce que bon, il y a 5 pages dactylographiées. Le greffe du tribunal correctionnel de Nîmes travaille dans des conditions inacceptables. Vous avez vu que 6 personnes sont dans un espace extrêmement réduit, où se trouvent également les dossiers. Dès qu'une personne fait l'objet d'une mutation, d'une affectation auprès d'un autre tribunal, elle n'est remplacée que plusieurs mois plus tard. Lorsqu'une greffière est malade, elle n'est remplacée que plusieurs semaines plus tard, ou même jamais remplacée. Retour au tribunal. La salle des pas perdus est presque vide. Pour la présidente Laporte, la journée n'est pas encore terminée. Dans le box des prévenus, un homme est accusé d'avoir battu sa femme et ses enfants. C'est un récidiviste. Le jugement est rendu. Le tribunal se déclare coupable des faits qui vous sont reprochés, vous condamne à une peine d'emprisonnement de 3 mois. Malgré l'heure tardive, la présidente continue de prendre le temps d'expliquer les sentences. Si vous continuez à boire, vous allez continuer à commettre des faits de violence sur votre femme, sur les enfants. Donc il faut arrêter, monsieur. Donc le tribunal espère pour réfléchir, préparer votre sortie dans une autre optique, en ayant compris que la nécessité c'est de vous soigner. Pour commettre en un délai... Dans la salle, certaines victimes s'impatientent et quittent l'audience. En conséquence, vous êtes condamné. Mais cet homme, lui, ne se décourage pas. Il veut entendre le jugement qui sanctionne un délinquant qui l'a escroqué. Il restera jusqu'au bout. Le reste, c'est-à-dire 4 mois, c'est une peine d'emprisonnement ferme que vous aurez à purger. Mais je trouve quand même ça très long. Pour le peu d'affaires qui sont passées et toutes celles qui sont restées en suspens. Dernière affaire, vol de voiture et usage de cannabis. Le véhicule que ces 2 jeunes conduisaient est allé dans le fossé. Plus de 7 heures que le tribunal siège sans interruption. La présidente commence à perdre patience. Pourquoi est-ce que vous êtes allé au fossé? Je sais pas, je ne pas trop le véhicule. À cause de l'alcool? Non. Du shit? Non. Vous aviez fumé le soir? Ça vous fait rire? Les magistrats se retirent pour délibérer une dernière fois. 1 quart d'heure pour une dizaine d'affaires. Et quand ils reviennent, c'est dans une salle vide que les jugements résonnent. Alors, le dossier numéro 1, 4 mois sursis, 1 an. Dossier numéro 7, contre... Donc ça, c'est le dossier qui concerne les stupéfiants, 500 € d'amende pour la détention de 6 grammes de cannabis. Pour les menaces de mort réitérées, 4 mois ferme. Des violences sur conjoint. Fin de la session. 9 heures d'audience, les magistrats sont épuisés et finissent par douter de l'utilité même de cette justice à la chaîne.
l'audience est levée. Non, arrêtez, maintenant c'est bon non, là. Juste une question. Non, arrêtez. Non, mais après 8h30 d'audience, on se sent comment? En pleine forme. Bon, ce genre d'audience aujourd'hui, c'est d'une tristesse absolue. Ça n'a aucun intérêt. On voit la misère, comme dit l'avocate, les avocats, et puis nous, on est démunis. Qu'est-ce qu'on peut... Quand on est derrière, qu'on réfléchit au délibéré, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Application de la loi, d'accord, et puis c'est à nous d'essayer de trouver une sanction, mais on est démunis souvent. On a affaire à des gens qui n'ont pas d'argent, qui ne travaillent pas. On a affaire à des gens qui parfois ne peuvent plus bénéficier du sursis. Qu'est-ce qu'on va leur mettre? On ne va pas mettre des sursis avec mise à l'épreuve de façon systématique, parce que ça encombre d'autres services sans que ça soit forcément justifié. Il est 23h. Les audiences sont à peine terminées. Demain, 40 nouveaux dossiers doivent être examinés par le tribunal correctionnel de Nîmes. Voilà pour cette enquête de Claude Ardide et de Guillaume Villard. Et nous sommes ici maintenant dans ce grand salon du ministère de la Justice avec vous, Pascal Clément. Merci de nous recevoir chez vous, si je puis dire. Ce sujet, ce reportage, vous l'avez suivi avec attention. Il vous irritait même quelquefois. Vous disiez pourquoi à Nîmes en plus, parce que c'est pas le tribunal qui a la meilleure réputation en France, ou en tout cas qui a peut-être un peu de soucis en ce moment. Mais quand même, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette justice-là, quand même, sur les délais? Bon, le problème de Nîmes, et grâce au ciel, c'est une bonne nouvelle que je vais vous donner. Non, mais vous avez raison, il n'y a pas simplement Nîmes. Le problème de Nîmes, ça tient à un manque de magistrats et à un manque de greffiers. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en 2006, nous aurons des magistrats. Nous avons 6 magistrats, d'ailleurs, qui ont été nommés depuis le 2002 à Nîmes. Nous allons avoir 3 magistrats nouveaux qui vont être nommés, et nous allons avoir des greffiers. Il y a 2 promotions donc, pour l'ensemble de la France. Pour les greffiers, il y en a 600 qui vont sortir en 2 promotions sur l'année 2006. Alors, donc, inutile de vous dire que les 3 greffiers demandés par le TGI de Nîmes, ils les auront. Pour autant, globalement aussi... globalement, justement, quelques petits chiffres, si vous voulez bien, sur ce budget de la justice et les effectifs, parce que, quand même, ces histoires de moyens et de budget et de difficultés d'effectifs, c'est quand même quelque chose qu'on entend depuis que je suis journaliste, c'est vous dire, ça fait très longtemps. Alors, sur ce budget du ministère de la Justice, vous me dites si je dis bêtises, si j'ai bien lu, c'est 5,46 milliards d'euros. 5,9. 5,9 milliards d'euros. 72 400 agents, dont 7 782 magistrats, 7 716 juges d'instruction, parce qu'on sait assez peu, mais il y a assez peu de juges d'instruction, parce que la plupart des affaires ne passent pas par l'instruction, c'est grosso modo 6% des affaires. Encore 2 chiffres intéressants, 60 900 détenus dans les prisons françaises, pour 69 000 Non. 60 900. Oui, c'est ça, pardon. Détenus dans les prisons françaises pour 51 300 places. Un petit peu plus, mais c'est vrai. Bon. Quand on voit ça, on se dit, bon, alors, qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça aille mieux? Il faut des moyens. Et voyez-vous, là où je suis, entre guillemets, un ministre heureux, c'est que le président de la République avait décidé que, pendant son mandat, il y aurait un effort particulier pour la justice. Nous représentions, nous, le ministère de la Justice, 1,8% du budget de la France en 2002. Aujourd'hui, nous voilà à 2,1. C'est vous dire... ça va continuer à monter? Et ça va continuer à monter pendant toute la loi de programme qui dure 5 ans, à la fois la durée du mandat du président de la République et la durée de la mandature des députés. Donc ça fait quand même... On devrait désengorger petit à petit les tribunaux. L'autre point dont on parle beaucoup, c'est évidemment le rôle d'un juge, notamment le juge d'instruction. On en a beaucoup parlé, notamment avec ce juge Burgot. Quel était son rôle, quel est son pouvoir exact, est-ce qu'il faut changer ce juge, est-ce qu'il faut passer sur un autre système, etc. Là aussi, vous avez des idées, vous parlez de collégialité. On voyait que M. Badinter tout à l'heure, que lui, il l'avait proposé en 85, la collégialité. Alors, c'est une proposition. C'est tout à fait exact que M. Badinter ait fait cette proposition qui avait, j'ai dit, réuni l'unanimité, sauf que personne n'avait, dans les années qui ont suivi, les moyens de mettre en place sa réforme. Car il ne suffit pas de faire des réformes, il faut les financer. Et ça, c'est la grande difficulté. Sinon, on se moque un peu des gens. Et dans cette affaire, nous n'avions pas, les magistrats, le budget qui nous aurait permis d'instaurer, comme il l'avait souhaité, la collégialité juste d'instruction. Alors, qu'est-ce que je propose? Je propose de faire des pôles départementaux. Vous savez qu'il y a des départements, le mien par exemple, la Loire, j'ai 3 tribunaux de grande instance. J'ai Saint-Étienne, Roanne, Montbrison. Donc c'est regrouper les forces. Alors, c'est garder ces 3 tribunaux de grande instance.
Sinon, ça serait effectivement une grande révolte des élus et des justiciables. Mais de dire, s'agissant de l'instruction, comme vous l'avez très justement dit, c'est 6% des affaires, c'est des affaires complexes, c'est des affaires difficiles. À ce moment-là, le pôle de l'instruction sera au principal tribunal de grande instance du département, donc à la préfecture. Un vice-président de l'instruction serait responsable de ce pôle. Les plus anciens pourraient aider les plus jeunes. Nous n'aurions pas le problème du juge débutant puisqu'il serait plus épaulé. Et donc les dossiers les plus importants convergeraient vers ces pôles. Par définition, et la possibilité d'avoir des binômes, même si le juge ne le souhaite pas. Car aujourd'hui, le juge peut refuser le binôme. Là, demain, la loi ferait qu'il ne pourrait pas le refuser. Dernière question sur, donc je disais, ce juge Burgot et sa jeunesse. Les gens se disent quand même c'est très jeune pour prendre des responsabilités pareilles. Vous savez, la compétence ne tient pas à l'âge. C'est vrai. Oui, ça c'est le site. Non, mais il y a certains problèmes d'expérience. Mais c'est pour ça qu'un environnement dans un pôle de l'instruction serait sûrement un avantage. Mais il n'y a pas que la jeunesse qui peut faire problème. On peut être incompétent à tout âge, n'est-ce pas? Bon, le juge Burgot, il est incompétent. Ce n'est sûrement pas à moi d'avoir le moindre avis sur cette question-là. J'ai demandé à l'inspection des services judiciaires, précisément, d'enquêter pour vous attendez la réponse, j'attends la réponse. Mais humainement. Et je me défends d'avoir la moindre idée sur cette question. Humainement. Et humainement, je trouve tellement douloureux de voir que nous cherchons, dans cette affaire, certains cherchent un bouc émissaire, que je serai le dernier à planter une banderille. Bon, donc il n'aurait pas dû s'excuser, par exemple. J'ai déjà dit que sur ce point précis, je ne partageais pas son point de vue, mais pour le reste, laissons cet homme dans la liberté, exercer quand même son devoir et son droit de réponse, et arrêtons de l'accabler. Merci en tout cas de nous avoir accueillis ici, Monsieur le garde des Sceaux, et d'avoir répondu à nos questions. Voilà, j'espère que cette émission vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne la justice, avec ses grandeurs, mais aussi avec ses faiblesses, puisque il est important et urgent que les Français, effectivement, retrouvent confiance dans cette institution. Et on sait qu'ils ne demandent que ça, puisqu'ils se sont rendus compte avec l'affaire d'Outreau qu'ils auraient pu se retrouver, et nous aurions pu tous nous retrouver à la place des accusés d'Outreau. Voilà. Je remercie le Palais de justice de Paris, de Reims et de Nîmes qui nous ont accueillis pour ces reportages ou pour les tournages, Philippe Pécoul, Jean-Bernard Schmitt qui ont aidé à préparer l'émission, Philippe Lallemand qui l'a réalisé, TV5 Monde et tous les gens qui nous regardent sur TV5, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Vous dire que vous pouvez faire part de vos remarques, de vos suggestions sur le site internet de Complément d'enquête, et je vous dis à dans 15 jours.